Jacques-Yves Cousteau, qui a mis au point avec Émile Gagnon le scaphandre à détendeur automatique au début des années 40, a écrit que sous la surface de l'eau, les bulles d'air expirées deviennent les signes vitaux qu'il faut guetter, observer comme les pulsations d'un cœur. The Abyss, réalisé par James Cameron et sorti en 1989, exploite l'une des tensions inhérentes à la plongée profonde entre la possibilité d'accéder à un milieu méconnu, dont la démesure défie l'imagination, et les limites imposées par le cadre artificiel de l'équipement. Qu'il s'agisse du scaphandre autonome, d'un appareil submersible ou même d'une installation comme Deep Core, plateforme sous-marine de forage pétrolier dans laquelle se trouvent piégés les protagonistes du film, le corps fait l'expérience du milieu subaquatique au prix de nombreuses contraintes physiques. En effet, l'augmentation des capacités de l'humain par la technique implique l'enfermement du plongeur à l'intérieur de son propre équipement pour des périodes dont chaque minute compte en raison de la quantité d'air disponible ou du temps de décompression à respecter. Nous verrons comment le cadre artificiel marque l'expérience du corps en plongée ainsi que l'interprétation des phénomènes observés par les protagonistes de The Abyss. Contrairement au modèle de scaphandre pour lequel un masque isole les yeux tandis qu'un détendeur buccal assure l'alimentation en air, le choix d'équipement pour le film implique un casque recouvrant toute la tête. Même si celui-ci semble réunir vision et respiration dans un même mouvement et que plusieurs plans donnent à voir les différentes scènes de plongée sans filtre particulier, d'autres signes visuels et sonores rappellent ponctuellement aux spectateurs les conditions techniques de la plongée, l'abondance de bulles d'air autour des plongeurs, ainsi que la trame continue d'inspiration et d'expiration lors de la tentative de sauvetage du sous-marin nucléaire USS Montana, par exemple. Le casque, et par extension tout l'équipement, constitue l'interface vitale entre l'abysse et le plongeur, permettant à ce dernier d'observer un milieu bien au-delà de la portée naturelle de ses sens. Pour les travailleurs de Deep Core, les caractéristiques du milieu sous-marin profond, noirceur, pression, froid sont bien connues. La découverte des cadavres de marins à bord de l'USS Montana, par contre, les place vis-à-vis leur propre vulnérabilité, car les noyés apparaissent déjà comme des débris organiques qui nourriront la faune pélagique et benthique. Ce que le casque permet alors de voir excède le domaine de l'humainement observable et rappelle brutalement les limites du corps. Entre le plongeur et l'abysse s'impose donc l'équipement, interface vitale mais néanmoins insuffisante à préserver entièrement l'humain dans un milieu aussi éloigné de celui où il évolue sur Terre. Le lieutenant de marine Coffey, sous l'influence du syndrome nerveux des hautes pressions, devient paranoïaque, se transforme en véritable machine de guerre, dont la mission ne prend fin que sous l'implosion du submersible dans lequel il se trouve, qui sombre dans l'abysse et disparaît sous une ultime bulle d'air. Cette mort ramène d'ailleurs au premier plan l'intertexte par lequel débute le film, soit un extrait de l'aphorisme 146 de Par-delà le bien et le mal de Nietzsche. Je cite « When you look long into an abyss, the abyss also looks into you », dont la version complète de l'aphorisme et traduite est « Celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même, et si tu regardes longtemps un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. » C'est pendant la plongée à bord de l'épave du USS Montana qu'apparaît pour la première fois distinctement la forme de vie abyssale sur l'écran formé par la visière du casque. Se mélange le reflet de cette créature inconnue et le visage du plongeur qui respire alors difficilement. La qualité du mélange gazeux conditionne l'observation, mais celle-ci influence également la respiration puisque le plongeur panique, ne comprend pas ce qu'il voit. Tentant de s'enfuir, il cogne son réservoir d'air contre une cloison du sous-marin. Lorsque ses compagnons le retrouvent et vérifient sa réserve d'air comprimé, la quantité trop élevée d'oxygène suffit à expliquer ses convulsions et la perte de conscience. Cherchant à identifier ce qui a effrayé Jammer, Lindsay puis le reste de l'équipe est porté à croire qu'une intelligence non terrestre vit au fond de l'abysse, forme de vie pouvant contrôler l'eau. Celle-ci perturbe le fonctionnement des équipements, interrompt les communications, vient aussi observer l'intérieur de Deep Core comme si l'abysse avait à son tour un œil.
C'est en s'élançant vers le fond de la fosse océanique à plus de 4000 mètres de profondeur pour désarmer la tête de missile larguée par Coffee que l'un d'eux, Bud, entre en contact avec cette autre forme de vie. Cette descente abyssale implique de respirer par ventilation liquidienne, forçant le corps à retrouver un état antérieur à la naissance, d'abord celui d'un corps fœtus, se recroquevillant sous la pression insoutenable, privé de parole, mais pouvant tout de même entendre les autres membres de l'équipe rester à bord de la station. Puis, tandis qu'il chute dans cette infinie noirceur liquide, ne traçant qu'un bref sillage lumineux, le corps du plongeur semble devenir météore à son tour. Par les conditions extrêmes qu'il signifie pour l'humain, les milieux abyssal et sidéral se rejoignent d'une part parce que la survie du corps dépend dans les deux cas d'un cadre artificiel, mais aussi d'autre part en raison de cette interface conditionnant à la fois l'observation et la respiration. Enfin, grâce au pouvoir de la fiction, les abysses, comme l'espace sidéral, permettent surtout d'imaginer les formes dans lesquelles peut s'incarner la vie dans un milieu dont une proportion vertigineuse demeure encore invisible, hors d'atteinte pour le corps humain. Merci.